Bonjour à tous, le but de cette vidéo aujourd'hui va être de déployer un système Fedora 14 sur une machine virtuelle qu'on a créée au préalable, donc d'une machine virtuelle vers une autre. Ici le système Fedora a déjà été installé, donc j'ai déjà préparé un petit peu le terrain. La première chose à faire, ça va être de s'assurer d'avoir le réseau, puisque là on ne l'a pas. Pour cela, déjà, on va configurer donc notre machine en bridge. Surtout pas en Stanley parce que vous n'aurez pas accès à internet et qu'on va avoir besoin de paquets de logiciels, ou en tout cas d'outils à installer. Et donc à aller chercher sur internet. Donc en bridge. Ensuite, alors là j'ai déjà un petit raccourci pour un terminal, chose que vous pouvez ajouter en passant par application outils système, clic droit sur terminal, ajouter ce lanceur au tableau de bord. Une fois que c'est fait, vous le lancez. Et première commande à taper, c'est SU espace tiret pour passer en administrateur. Voilà, en route, chose qui est faite. Ensuite, système config network pour donc configurer le réseau. Là, il est désactivé, on clique sur modifier. Vous cochez activer au démarrage de l'ordinateur et permettre à tous les utilisateurs d'activer le périphérique. On pourrait rester en DHCP, mais là je vais décider de le mettre en manuel pour ceux qui veulent s'y habituer. Donc l'adresse IP de ma machine physique, ici c'est 192.168.0.1. Pour ma machine virtuelle, j'ai décidé d'ajouter 100. Voilà. Allez, on va arrondir, on va mettre jusqu'à 99, ça fera 100 comme ça. Le masque de ce réseau il change pas. Et pour la passerelle, c'est 254. Donc, je répète, pour l'adresse de votre machine virtuelle sur laquelle il y a le Fedora d'installer, vous tapez, c'est un exemple bien sûr, votre adresse de votre machine physique réelle et vous ajoutez 100 à cette adresse. Si par exemple vous avez 5, vous mettez 105. C'est aussi simple que ça. Ceci pour éviter des conflits d'adresses IP et pour bien différencier les machines. Bien que dans notre cas, on risque pas tellement d'avoir de conflits. Ensuite, vous cliquez sur périphérique matériel. Vous vous assurez que le matériel est bien sélectionné ici. Bon, en l'occurrence, là, j'ai qu'une seule carte, donc je risque pas d'avoir de soucis. Et que la bonne adresse MAC est bien liée à cette carte. Puis vous validez. Dans tous les cas, vous cliquez sur détecter, comme ça vous serez sûr que c'est la bonne. Et puis c'est tout. Vous fermez, on vous propose d'enregistrer, chose que vous acceptez. Voilà. Les gens commencent à avoir de l'activité. J'ai oublié un petit détail par contre. Le DNS, vu qu'on a configuré tout ça manuellement, donc 88888. Moins 1. On valide. Alors ensuite, on redémarre le service réseau, donc service network restart, ici sans tirer. Et voici, normalement on peut accéder à internet sans souci. On va donc procéder aux installations des paquets. Donc avec la commande yum install. Donc on va avoir besoin de TFTP server, du DHCP donc de son client, de syslinux qui sera pour booter, enfin qui sera l'image qui va nous servir en fait pour récupérer l'image de boot et donc de booter pour l'autre machine. Système config NFS, il est possible qu'il soit déjà installé si vous l'avez choisi dans les applications. Je sais pas s'il est installé de base. Pire, de toute façon, vous le mettez, ça coûte rien, ça va s'installer. Je rajoute aussi Samba et système config Samba au cas où on voudrait se resservir de cette machine pour faire des partages entre Linux et entre Fedora et Windows. C'est à ça que ça sert Samba. Kickstart, quant à lui, c'est pour
créer un fichier de réponse qui servira en fait qui va nous permettre surtout d'éviter d'avoir à taper sur le clavier lors de l'installation de Fedora sur la machine qui est vide pour le moment. Donc ça va faire une installation silencieuse. Ou quasiment. Et puis c'est tout. Donc là, il récupère les fichiers. À la suite de toutes ces installations, je vous conseille de retaper exactement la même commande. Alors, j'avais fait exprès de ne pas rajouter quelque chose dans la commande, c'est le -y. Le -y en fait permet de ne pas avoir à valider en fait ici là, est-ce correct oui non, taille des total des téléchargements. Du coup on va devoir sans arrêt taper oui, à moins qu'il le fasse que pour la totalité. Mais si vous voulez pas avoir à confirmer sans arrêt ces trucs là, et ben vous tapez yum install -y. D'un autre côté, si vous voulez vérifier chaque fois, vous pouvez ne pas le mettre. Tout dépend de vous. Donc à noter que si un des paquets des logiciels, tout ça, a besoin d'un autre logiciel pour fonctionner, il se peut qu'il télécharge en plus ce qu'il appelle donc une dépendance. C'est-à-dire qu'une dépendance c'est quoi? C'est un logiciel qui est obligé d'avoir sur notre système pour qu'un autre fonctionne. Donc ça il s'en occupe tout seul. Sauf dans le cas où justement on a Samba et système config Samba. Il faut prendre les deux. Il va pas aller le chercher pour nous a priori. Voilà. Donc comme je disais, on répète la commande. Alors si je fais ça en fait c'est parce que j'ai eu un souci une fois où un logiciel s'était mal installé. J'ai cherché pendant une demi-heure d'où venait le problème jusqu'à en fait le réinstaller. Et finalement ça avait tout débloqué. Donc autant vérifier maintenant. Donc vous voyez là j'ai rajouté le -y. Et là apparemment tout a bien été installé étant donné qu'il dit qu'il n'y a rien à faire. Tout est déjà installé. Donc on va poursuivre par la désactivation du pare-feu. C'est important. Pour pas avoir de problème, il vaut mieux le désactiver. On pourrait très bien le régler, mais bon, ça va prendre du temps pour rien. Donc autant le désactiver tout bonnement. Ensuite, on n'a plus besoin d'internet, donc maintenant on va passer en host only. Voilà. Et puis on va aller dans les Virtual Network Editor de VMware pour voir un peu ce qu'il en est. Donc en host only, le DHCP vous le devez le désactiver. Et donc vous notez cette adresse. C'est 80 surtout qui est intéressant. Donc à présent on va configurer le DHCP. Donc pour ça il va falloir récupérer un fichier. Et pour ça on utilise la commande find
Donc find à la racine, un fichier donc -name du nom 2. Alors l'astérisque en fait ça permet d'avoir une chaîne de caractères. C'est-à-dire que je cherche un fichier qui contient DHCP mais qui peut contenir aussi d'autres caractères avant comme après, n'importe lesquels, n'importe quel nombre. En l'occurrence, celui que je cherche, c'est le sample du DHCPD. Le voici. Alors voilà, c'est celui-ci. Alors à ne pas confondre avec le DHCPD6 qui est pour l'IPv6 donc. Donc on copie celui-là. Voilà. Pour copier en fait, vous double-cliquez sur une ligne. S'il n'y a aucun espace entre les caractères, ça va donc la surligner. Vous appuyez sur le bouton, enfin sur le clic milieu de la souris ou sur la molette plutôt, pour le copier directement, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur l'écran. Donc c'est sur le terminal a priori. Donc CP cette ligne vers etc dhcp dhcpd.conf. Ce dossier etc c'est là où se trouvent toutes les configs. Donc là on enlève le sample puisque c'est plus un fichier d'exemple mais celui dont on va se servir pour notre DHCP. Voulez-vous l'écraser? Oui. Il y en a déjà un donc vous l'écrasez. Et ensuite on va utiliser gedit pour éditer ce fichier. Donc on se resserre de la ligne du dessus. Voilà. On va enlever toutes les lignes qui ne nous intéressent pas. Donc ça on a besoin. Ça a pas besoin. Là. Voilà, on a enlevé tout ce qu'il fallait. Et maintenant, on va éditer donc surtout ces adresses IP. Alors, le maître de sous-réseau, on sait que c'est en 0. Le subnet, donc 192.168.80.254. Le range. Donc le range c'est quoi? C'est la plage d'adresse IP qui va être allouée par le DHCP. Si vous mettez donc de 150 à 160, ce sont donc ces adresses IP qui vont être attribuées à partir de 150. Ça va être la première. Ensuite 151, 152, etc. jusqu'à 160. Ce sera la dernière. Option routeur. 192.168 80 254 80. Pourquoi? Parce qu'on est en host only. D'ailleurs il faut que j'aille configurer le réseau en conséquence. Ensuite option domain name servers, c'est la même chose. Et finalement file name pxlinux.0. Ne pas oublier les points virgules à la fin, sinon vous aurez une erreur sur le DHCP lors du lancement, mais de toute façon il va vous le dire. Hein. Si vous lisez un minimum d'anglais, vous comprendrez que ça vient d'ici. Et puis c'est tout. Donc là on sauvegarde et on sort. Et maintenant on va démarrer tout ça. Donc vous commencez par taper cette commande usrsbin dhcpd, donc qui utilise la configuration
qu'on a là. Ouais, j'ai fait une petite boulette. Sonnette. Ouais, forcément. Ici, c'est pas 254, mais 0. Donc on enregistre. Et donc, on recommence. Cette fois-ci, c'est bon. Alors, on a déjà désactivé le pare-feu. On va revoir le réseau. Et le changer en conséquence. Donc on reste en IP manuel, bien entendu. Et cette fois-ci, on change tout ça. Le DNS ne sert plus à rien, mais on peut le laisser, ça change rien. On valide. On sort, on enregistre comme d'hab. Et service network restart. Je vous conseille au début de retaper les commandes, pas d'utiliser les raccourcis, ça va vous permettre de vous y familiariser, vous habituer avec ces commandes et de les connaître par cœur. Donc on a configuré le DHCP, on a bien le pare-feu. Donc maintenant on va s'occuper du TFTP. Donc on va chercher le fichier en question. Et le voici. Alors là, il y a juste une seule chose à changer, c'est le yes en no. Ou en not yes. Non, c'était une blague. Voilà. Alors, pour le TFTP, le service, c'est Xinet. Vous le voyez ici en tant que nom de dossier. Donc, vous le redémarrez sans le point D derrière. Vous voyez, quand on le redémarre en fait et que ça met échoué ici, c'est parce qu'il n'était pas démarré. Donc le démarrage s'est bien déroulé. Maintenant, en fait, on va copier tout ce qui est nécessaire au démarrage par le réseau du système. Donc pour ça, on va avoir besoin du dossier TFTP boot. C'est ici en fait qu'on va installer tous nos fichiers. Donc on va dedans pour jeter un oeil. ls-lt pour voir ce qu'il y a dedans, il n'y a rien du tout. Donc on va avoir besoin de 4 éléments au total. pxelinux.0, pxelinux.cfg. Attention, pxelinux.cfg c'est un dossier, ce n'est pas un fichier, malgré cette extension. Donc il ne faut pas se tromper. Là dedans on va mettre un fichier qui s'appellera défaut, je y reviendrai plus tard, ça sera pour configurer en fait le pxelinux. Et deux autres fichiers qui sont vmlinux et initrd.img. Ces deux fichiers se trouvent sur le CD qu'on va remonter après. On va déjà aller chercher le premier qui est pxelinux.0. Donc on va réutiliser notre commande. Find, voilà. On peut supprimer les chaînes de caractères non connues ici, vu qu'on connaît le nom de notre fichier. Voilà, il est là. Et on fait cp donc pour copie vers tftp boot. Voilà. Ensuite donc, comme je disais, on remonte notre CD qui ici a disparu. Voilà, il va apparaître. Le voici. Alors personnellement,
moi je préfère démonter le CD en premier lieu et le monter dans un dossier pour pouvoir copier plus facilement les fichiers. Donc pour cela, j'ai tapé mount pour voir justement les dossiers et tous les trucs qui sont montés sur le système. Et on fait umount pour démonter donc le CD. On voit bien que c'est celui-là, le lecteur CD. Voilà, il a disparu. Maintenant, je vais aller à la racine. Enfin, je vais créer à la racine un dossier que je vais appeler Fedora Source. Voilà. Le slash devant, c'est pour indiquer que c'est à la racine. Contrairement à Windows où vous dites c'est de points. Là, il n'y a pas de, de lettres sur les lecteurs dans Linux. Tout marche par point de montage. Donc, vous mettez un slash pour être à la racine. C'est pas root la racine. C'est pas du tout pareil. Qu'à dire Fedora Source, on va vérifier d'ailleurs. Vous voyez qu'il est bien là et qu'il est vide. Et maintenant, on remonte le CD dedans, donc c'est mount type, -t c'est type ISO, je vais pas m'embêter, il est là, je le recopie, ISO 9960 dev sr0 dans Fedora source à la racine. Et protéger en écriture, bref. On va vérifier. Tout est là. Donc, maintenant je vais chercher mes deux fichiers qui sont supposés être sur le CD. Mais cette fois-ci, je vais chercher dans ce répertoire monté. À savoir, donc on avait dit VM Linux. Donc pareil, on connaît le nom, donc pas la peine de développer. Et l'autre c'est initRD pour IMG. Alors, bah là je vois que justement ils sont dans le même dossier. Donc ce que je vais faire, je vais me placer directement dedans. Là. On vérifie. Ça mange pas de pain. Et copie donc VM Linux, on a dit. Hop là. initRD. Donc vous pouvez les enchaîner. VM Linux initRD.img. Donc vers. Je dois toujours l'avoir quelque part par là. TFTP boot, voilà. Je retourne dans TFTP boot, ls-lt. J'ai déjà 3 des 4 éléments. Et ben le suivant c'est facile. Vu que c'est un dossier, faut le créer. Voilà. Je rentre dans le dossier. Et là je vais configurer donc tout ce qui est nécessaire à PXE Linux. Donc vous lancez la commande gedit et on va donc commencer à taper là-dedans. Donc ce genre de configuration vous pouvez en retrouver sur internet. Tout dépend de ce que vous avez besoin de faire, il y en a de très différentes. Là on met plus ou moins le strict nécessaire pour pouvoir démarrer notre système sur le réseau et lancer l'installation. Donc c'est pour ça que ça reste assez succinct. Et voici, donc on enregistre et là on va l'appeler défaut, il se trouvera dans pxelinux.cfg, c'est bien le dossier qu'on voulait. Un petit lslt pour vérifier, il est bien là. À ce stade, on peut déjà lancer l'installation, enfin le déploiement sur la seconde machine, mais on va pousser donc un petit peu plus loin en faisant un fichier de réponse qui va nous permettre d'éviter, comme je le rappelle, comme je l'avais dit tout à l'heure,
de cliquer, de rentrer des informations, de partitionner, tout ça, tout ça. Donc on va dans système config, kickstart. Et donc voilà, vous avez toutes les configurations ou presque possibles pour votre installation. Alors, Europe Paris. Donc on redémarre le système après l'installation. Le mot de passe admin ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez mettre l'installation en mode texte, comme vous voulez. Lancer la nouvelle installation, ce sera depuis un répertoire NFS et donc depuis un serveur qui, je le rappelle, 8254. Le répertoire c'est Fedora source qui se trouve à la racine. On installe le nouveau chargeur de démarrage. Voilà, ça c'est bon. On supprime le secteur de partition principale, toutes les partitions existantes. Initialiser l'étiquette du disque et là on va faire notre partitionnement pardon. Donc on va dire 1000 en swap. Une partition montée à la racine ext4 en mettant tout l'espace disponible, donc tout le reste ouais. Configuration réseau, vous mettez head 0 ou les sons de HTTP, ça on s'en fout. Donc SE Linux désactivé, pare-feu désactivé, configuration de l'affichage. Au premier démarrage, le genre d'installation est activé. Les pactages, alors là vous installez ce que vous voulez, mais le minimum ce sera au moins un environnement de bureau GNOME. Bon, les applis, vraiment ce que vous voulez, quoi. Bon, on va rien mettre parce qu'on s'en fout. Puis vous pouvez rajouter des scripts en pré ou post installation, à vous de voir. Bref, ce fichier on l'enregistre. ks.cfg et on va créer un dossier à la racine. Donc vous voyez, c'est pas du tout root la racine. On va l'appeler réponse. Voilà. Ensuite, donc on retourne sur... Je suis toujours sur défaut qu'on va éditer. Voilà. Et donc ici on va rajouter espace ks égale nfs 2 points. Donc l'IP du serveur. Et notre fichier. On enregistre. Et on sort. Et finalement, on va configurer... on va partager nos dossiers. Système config NFS. On a deux dossiers à partager. Ça, on aurait dû le faire aussi si on n'avait pas décidé de... Comment dire, de faire un fichier de réponse. Parce qu'on a besoin des sources Fedora pour pouvoir l'installer, étant donné qu'on les a montées dans un dossier. Donc Fedora source, l'autre ça 192.68 80.0 à tous les postes possibles, donc /24. Vous allez dans accès utilisateur, vous cochez considérer l'utilisateur root distant comme root.
local. Et c'est tout. Voilà. On peut ajouter le second partage directement ici, mais sinon vous avez une autre solution que je vais vous montrer, qui est de passer par le fichier export. Alors je sais plus trop où il est, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors vous faites gedit etc exports, c'est là où il y a tous vos partages. Et là vous avez juste à copier, coller. Et puis voilà. C'est une manière un peu plus sympathique de faire les partages. Et naturellement, comme d'habitude, on redémarre le service en question. À partir de ce moment-là, si tout s'est bien passé, la machine devrait démarrer sur le réseau et commencer une installation silencieuse, ou quasiment. On va tester ça tout de suite. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié quelque chose de très important. Redémarrer le DHCPD. Si jamais vous avez un petit oubli justement, lisez bien les messages d'erreur qui se trouvent sur cet écran. On peut sauter une étape, on peut oublier un service. Il y a toujours quelque chose qui nous met sur la voie quoi qu'il arrive. Et au pire des cas, réinstaller les paquets pour être sûr que vous avez rien oublié. Ah, un autre problème. Problème de TFTP. Alors, TFTP, c'est ce qui est lié à Xinet. Alors, j'ai oublié un autre petit truc. Voilà. Donc, vous faites gedit. Donc, dossier de configuration, sysconfig, SE Linux, et vous mettez disabled à la place de enforcing. On va redémarrer tous les services pour être sûr. Donc DHCP, Xinet et NFS. Et on va vérifier que le DHCP a bien été lancé. Voilà, il est déjà en route, donc ça c'est ok, on va retenter le coup.
Je crois savoir d'où ça vient. Alors, pour une raison ou pour une autre, pendant la vidéo, j'ai réactivé le pare-feu, donc ça vient peut-être d'ici. Ah, j'ai tout simplement oublié d'appliquer. Comme quoi, revérifiez tout lorsque vous avez une erreur. C'est un oublié, c'est vous avez été tête en l'air comme moi ou autre chose. Il y a de fortes chances que ça vienne de ça. Voilà. C'était le pare-feu qui bloquait sûrement le port. Donc si je peux vous donner un conseil, lorsque vous voulez faire une installation, faites-vous un cahier des charges. Vous écrivez les gros titres sur ce que vous devez faire, par quoi vous devez passer, et ça doit aller tout seul. Donc là on voit bien que le fichier de réponse fonctionne apparemment, puisqu'à aucun moment j'ai dû cliquer sur quoi que ce soit. J'aurais certainement juste à cliquer sur entrer un nom d'utilisateur ou d'admin lors du premier démarrage, mais à part ça, rien du tout a priori. Donc ce que j'ai changé vis-à-vis de SE Linux n'aurait pas réglé mon problème. A priori, SE Linux, c'est plutôt pour tout ce qui est partage. Mais c'est bon de savoir qu'il faut changer quand même quelque chose dans SE Linux lorsque vous ferez des partages notamment. En tout cas, ça coûte rien de le désactiver. Bon, et bien là, apparemment, l'installation se déroule à la perfection. Voilà.